Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Pour ce premier épisode de l'année 2022, on reçoit Natalia du podcast Allez Hop au micro. Natalia revient avec nous sur son expatriation à Singapour. Plus particulièrement les raisons qui l'a poussée à s'expatrier avec ses 3 beaux enfants, sa traversée du désert aussi un peu arrivée là-bas, et enfin les raisons qui l'ont poussée à créer son podcast. Je vous souhaite une excellente écoute, une bonne année et je vous laisse avec la suite. Salut Natalia! Salut Cindy. Merci de venir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Eh ben écoute, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de passer un moment avec toi. À ce moment, on est en train d'enregistrer en décembre, mais je pense que cet épisode sortira en début d'année. Donc, D'accord. Je te propose qu'on souhaite d'excellents vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Je trouve qu'on démarre avec un très bel épisode parce que je vais me permettre de te présenter très rapidement. Ouais. Je te connais grâce à ton podcast Allez Hop, qui parle d'expatriation et également de famille. Et je trouvais ça très intéressant de t'accueillir pour qu'on parle entre podcasteuses. Absolument. Écoute, j'aimerais bien par contre que tu nous fasses une mini introduction, parce que c'est un peu c'est un peu la coutume ici, que bien tu sûr. Nous dises ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. D'accord, ok, bon, très bien. Alors d'abord, je rebondis sur les vœux de bonne année pour bien démarrer 2022. Je pense qu'on en a bien besoin, donc bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Donc je m'appelle Natalia, j'ai 42 ans. Je suis française, parisienne, presque toujours habitée à Paris. Et aujourd'hui, je te parle depuis Singapour, où j'habite depuis un peu plus de 2 ans. Là, on a entamé notre 3e année scolaire. Et c'est donc un pays dans lequel je me suis expatriée avec mon mari et mes 3 enfants. Alors, quand on était à Paris, moi, je travaillais. J'ai presque 20 ans d'expérience dans l'univers du luxe et de la mode. J'ai travaillé principalement autour des accessoires et du prêt-à-porter en tant que directrice du merchandising, donc pour développer les collections. Pas du tout côté artistique. Moi, j'ai pas du tout cette fibre créative. D'accord. Donc, tu étais la bonne copine à avoir sur la main si tu voulais avoir un article de luxe en rabais. Voilà. Soit ça, soit évidemment les fameuses ventes au personnel qui te font avoir beaucoup de copines et on tout le monde aime bien ces personnes-là. Bah, évidemment. Voilà. Donc, tu as tout compris. Donc voilà. Donc, j'ai gravité dans cet univers-là depuis le début. J'y suis arrivée un peu par hasard. En fait, il fallait faire un stage à la fin du DESS. J'ai eu la chance de le faire chez Louis Vuitton et c'était à une époque un peu bénie où tu faisais un stage et à la fin de ton stage, si ça s'était bien passé, on me disait est-ce que tu veux travailler là? J'avais dit je sais pas, je vais réfléchir. Ouais, pourquoi pas. Du coup, j'ai commencé comme ça et ça a été par la suite peut-être pas une révélation, mais une passion qui s'est développée. J'ai vraiment adoré. C'était des super expériences. Donc, j'ai travaillé chez Louis Vuitton. Ensuite, j'ai travaillé chez Yves Saint Laurent. À un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai monté ma propre marque avec une amie et ancienne de chez Lanvin. Et puis, au bout de quelques années, Saint Laurent m'a rappelé. Je suis retournée bosser chez Saint Laurent. Donc voilà, donc ça c'est la trajectoire un petit peu en accéléré. J'étais contente. Alors oui, je me plaignais tout le temps de trop travailler, d'avoir trop de pression. Bon, mais en même temps j'étais contente et voilà. Et donc alors, ça c'est ce que je faisais avant. Ouais. Mais alors où est-ce que tu l'as rencontré alors ton conjoint? Entre 2 défilés de mode? Alors, pas tout à fait, presque. Alors, si, en fait, tu as tout à fait raison. Entre 2 défilés de mode, il y avait le mariage de ma meilleure copine. Et puis, il y avait une robe. Voilà, exactement. Et donc, à ce mariage, j'ai rencontré Baptiste, qui est donc aujourd'hui mon mari. Pour la petite anecdote rigolote, en fait, on était au lycée ensemble. Mais voilà, le coup de foudre n'a pas eu lieu dans les couloirs du lycée. Il a eu lieu quelques années plus tard. Et en fait, je l'ai retrouvé, je l'avais croisé au mariage civil quelques semaines avant à Paris. Et le mariage religieux avait lieu au Pays Basque. Et en fait, je l'ai croisé justement
arrivant du boulot, d'un défilé à l'autre, la tête un peu ailleurs. Et en fait, j'avais perdu ma valise en arrivant à l'aéroport de Biarritz. Oh non. Et j'étais témoin, et donc j'étais pas du tout de bonne humeur. Et je l'ai vu arriver, lui il arrivait de Londres, et je me suis dit, toi tu vas m'aider, c'est sûr. Tu vas pouvoir m'aider, c'est sûr. Tu vas pouvoir être un bon sparring partner dans cette histoire. Et en fait, tu parles quelques minutes après, je pensais plus du tout à la valise. Et en fait, je suis tombée très amoureuse assez vite. Et voilà. Et en fait, les choses après se sont accélérées. Alors, très cliché, on s'est embrassé au mariage, etc. Voilà, toute la C'est quoi le film déjà avec Hugh Grant, là, 4 mariages et un enterrement ou un truc comme ça? Tout à fait. Ouais, exactement. Voilà. Comme quoi, tu vois, ça reste extrêmement propice comme lieu de rencontre. Mais c'est dingue cette histoire, ouais. Bah ouais, c'est marrant, ouais. Et c'est marrant parce que quand on est arrivé chez ma copine, dont j'étais témoin, et lui ils avaient fait l'école ensemble après bac. Et en fait, quand elle nous a vu rentrer toutes les deux dans la maison, elle m'a dit mais évidemment, comment je n'y ai pas pensé avant, tu vois. C'est-à-dire c'était marrant. Donc bref, quelques années après, nous voilà à Singapour avec 3 enfants. Eh ben dis donc. Et alors, donc on va faire un rapide retour. Donc vous vous mariez en France, vous vous établissez en France. Absolument. Tu as 3 beaux enfants avec ce cher Baptiste. Absolument. Attends, du coup, t'as jamais retrouvé ta valise? Je suis en train d'y penser, du coup. Alors, figure-toi que si, dingue, elle est arrivée le vendredi soir à minuit, et c'est le frère de la mariée qui est parti, tel un héros, me rechercher ma valise à l'aéroport de Biarritz. Donc, j'ai pu être habillée. Puisque effectivement, pour la petite anecdote, le vendredi soir, le premier vendredi soir où j'avais été avec Baptiste, c'est la mère de Clara, ma super copine, qui m'a prêté ses vêtements parce que je n'en avais pas, et je peux dire j'avais un peu la haine parce que c'était pas du tout ce que je voulais mettre. Donc voilà, mais comme quoi le vêtement, tu vois, l'habit ne fait pas le moine. Non, puisque finalement, il est quand même tombé amoureux de moi malgré le fait que je n'avais pas mes propres vêtements, donc tout va bien. Et être grincheuse, c'est quand même beau. Tout à fait. Moi, ça lui donnait un bon aperçu de la suite. Dis bon, je sais dans quoi je m'embarque, ça va. Exactement. Oui, donc la vie c'est son cours, vous mariez, vous avez 3 beaux enfants. Ouais. À quel moment un potentiel sujet d'immigration ou d'expatriation traverse la table de la cuisine? Alors, il a traversé la table assez tôt. Je saurais même pas te dire quand, peut-être quand même pas avant les enfants, mais pas loin à mon avis de la naissance de la première. C'est une boîte, la boîte dans laquelle il travaille aujourd'hui. C'est une boîte avec laquelle il a une longue histoire, avec laquelle il travaillait déjà en étant au board ou en tant que, tu vois, conseil. Et le siège de cette boîte est à Singapour. Et donc, c'était un sujet qui n'était jamais abordé, mais qui était là. Tu vois, je savais que c'était quelque chose qui un jour l'intéresserait. Puis, comme tu dis, la vie a suivi son cours. On a eu une première fille. À la fin du congé mat, je suis retournée bosser. Et puis, un peu avant le deuxième enfant, c'est là où j'ai décidé de démissionner pour monter ma boîte. Donc, moi, j'avais un sujet entrepreneurial qui m'a occupée pendant quelques années. Et puis, finalement, je suis repartie dans le salariat au bout de, 4 ans à peu près. Et là, on est en 2015, début 2016. Et en fait, je vais traverser un épisode familial compliqué, puisque malheureusement, mon papa est tombé malade. Et ça a été à la fois très long et pas très long, parce que tu vois, ça a été 1 an et demi, c'est pas très long en fait dans la vie, mais il n'a malheureusement pas survécu à cette maladie, et ça a été un tsunami dans ma famille. Et donc ce sujet-là d'expatriation a été totalement, si tu veux, mis sous cloche, parce qu'il était évidemment pas question que je m'en aille pendant qu'il était malade. Et puis après, je pense que et surtout il s'est passé autre chose pendant ce temps-là, c'est que moi je voulais absolument un troisième bébé. Tu verras, ça viendra te chatouiller peut-être un jour. J'en voulais absolument un troisième. Moi j'ai commencé, tu vois, mon aîné, j'ai 42, presque 43 aujourd'hui. La première je l'ai eu à 31, la deuxième plus ou moins 35, et le dernier j'approchais doucement de la quarantaine. Tu te dis, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, quoi. Alors, c'est maintenant ou jamais. Et en fait,
la nature se rappelle à toi quand même assez vite. C'est qu'en fait, quand tu as presque 40 ans, c'est pas tout à fait aussi facile. Baptiste, mon mari, il est diabétique de type 1. Donc, en fait, ça n'aide pas. Pareil, plus tu vieillis, ça n'aide pas non plus. Et en fait, je n'arrivais pas à avoir ce troisième bébé. C'est-à-dire impossible. Et donc voilà, tout ça arrive avec le fait qu'on annonce à papa qu'il est malade. Donc bon, c'était compliqué. T'as un frein en plus. J'ai un frein mental, en plus, quoi. voilà, mais j'essaye de l'avoir quand même. Donc là, on traverse plein d'examens divers et variés, tout à fait désagréables. Et puis avec le constat des médecins fin 2000, je dis pas de bêtises, 17, enfin, je sais même plus. Bref, ils me disent bon, ce bébé-là, vous l'aurez, mais vous l'aurez pas spontanément. Ça, c'est certain. Il va falloir qu'on aide un peu la nature. On vous assiste, ouais. Bon, très bien. Et puis, on est plus ou moins au mois de novembre, 2017. Et puis, en fait, cette semaine-là, on annonce à papa qu'en fait, alors je comprendrai par la suite que c'est pas exactement la nouvelle qu'on lui a donnée, mais papa me dit, on m'a annoncé que, en fait, ça y est, c'est fini. Il avait un cancer de l'œsophage. Je suis guérie, je suis sortie d'affaires. Ce que j'ai finalement, il me reste un petit nodule, mais c'est bénin. Et voilà. Okay. Et là, il y a un espèce de soulagement, tu vois, absolu. Et en fait, tu vas pas me croire, mais je suis tombée enceinte le week-end de l'annonce, tu vois. Ça m'étonne pas. Voilà. Tu vois, alors que ça faisait 1 an que c'était mais impossible. Et donc là, un peu tu vois, stupéfaction, bon, super. Bon, tout très contente. Et puis bon, malheureusement, le scénario repart dans l'autre sens pour papa. Et donc c'est là où tu vois, l'événement familial, il a été très compact. L'événement familial a été très compact pour moi et pour nous. C'est que il a eu une rechute en décembre. Moi, j'étais enceinte d'à peine 2 mois. Donc voilà. Et en fait, papa nous a quittés en avril et Alexandre, mon petit garçon, est né en août. Donc je sais pas si tu vois, c'est-à-dire le truc. Et c'est le premier petit garçon de la famille. Alors, il y a eu que des petites filles et chez moi et chez mon frère et chez mes beaux-frères et tout. Parce que c'était un espèce de truc un peu à la fois c'était très fort. Moi, il m'a aidé énormément à traverser cette épreuve, tu vois, parce que c'est très complexe de perdre. J'étais très proche, tu vois, chacun a ses rapports avec sa famille. Tu connais bien le sujet, mais moi j'étais très proche de papa et ça a été, et on l'a accompagné. En fait, on a fait le choix de l'accompagner et de le garder à la maison. Donc, ça a été un peu complexe. Et en fait, on s'est relayé 24 heures sur 24 pour ne jamais le laisser tout seul. Mais bon, tu traverses des trucs, c'est avec le recul, tu vois, c'est donc c'est très, 1 an et demi, intense. Mais ça reste très intense, Ouais, c'est 1 an et demi. Alors le vraiment très intense, il a duré de décembre à avril, tu vois. Il a été assez court, mais donc quand tu étais enceinte, quand même. Quand j'étais enceinte, voilà. Ouais. Et voilà, et avec moi j'ai pas osé annoncer trop tôt que j'étais enceinte parce que je me suis dit, imagine ce bébé, tu vois, tu sais jamais. Pour des raisons X ou Y, on m'avait quand même dit c'était compliqué pour moi de tomber enceinte, j'avais quand même peur de le perdre et tout. Donc bref, et puis je l'ai annoncé à papa un jeudi, il nous a quittés le vendredi, tu vois. Donc le truc, bref, assez épique. Mais tout ça pour te fast forward en quelques mois après, en fait, on s'est retrouvés donc l'été 2018, donc avec un 3e petit bébé, un petit garçon, en ayant traversé cette espèce de tempête assez difficile. Et en fait, je me souviens pas bien comment le sujet est revenu sur la table, mais il est revenu assez naturellement, tu vois, comme un peu comme une bouffée d'oxygène, tu vois, en disant est-ce que c'est pas maintenant qu'on veut regarder ce sujet, pas forcément tout de suite là dans la minute, mais est-ce que c'est pas maintenant et ça a pris 1 an, tu vois, pour qu'on décide de partir, mais je me rends compte maintenant que en fait j'en avais besoin, c'est-à-dire j'avais besoin de respirer, de prendre de l'oxygène parce que ça avait été difficile et qu'on était très collés, tu vois, avec ma mère, mes frères, j'ai 2 petits frères. Et qu'on avait eu besoin de se recentrer, tu vois, très fort comme ça, mais bon, voilà. Et puis professionnellement, ça faisait longtemps que j'étais dans ce job-là, il était très intense, et en fait, j'avais été assez secouée par ce moment perso de perte et de naissance, et j'avais pris un peu de recul par rapport au boulot, et j'avais du mal, en fait, à
à me replonger dedans à 2000%. Tu vois, j'avais la sensation que c'était le moment voilà, il fallait aussi que j'aille chercher autre chose. Et donc, tu l'as certainement souvent entendu comme moi. Souvent, les gens disent, moi, quand je suis partie en expatriation, je ne fuyais pas quelque chose. En fait, moi, je me rends compte que j'ai voulu fuir quelque chose. Alors, pas fuir, ne jamais me retourner, tu vois, mais j'avais clairement besoin d'oxygène. Et donc, un peu comme un reset button, quoi, en te disant, bon, allez, Après, j'imagine bien, parce que pendant plus de 9 mois, il a fallu que tu consumes ton énergie à t'occuper de ta grossesse et de ton père et de ta mère et de tes 2 frères. Enfin, tout à fait. J'imagine bien que il faut besoin de prendre un peu pour soi et d'aller voir un peu ailleurs. Ouais, puis tu sais, c'était un moment, j'étais à la fois hyper triste et hyper heureuse. C'est très intense comme sensation, tu vois. Et je me disais, mais ce pauvre bébé j'angoissais, tu vois. Je voyais qu'au fur et à mesure que les mois avançaient, je me disais, en fait, je vais aller à l'enterrement de mon père. J'arrivais pas, tu vois, à le digérer. Et en même temps, j'avais ce bébé qui arrivait, qui était le bébé vraiment que je voulais, tu vois, je m'étais battue pour lui. Vraiment, celui-là, non pas que je voulais pas les 2 autres, tu vois. Non, mais celui-là, vraiment, je le voulais absolument. Et donc, tu sais, j'avais comme la tête vraiment tout le temps dans un étau, tu vois, vraiment trop dans les émotions. Et donc, j'ai vraiment vu ça comme une échappatoire. Et professionnellement, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, en fait, c'est l'occasion de débrancher et puis d'aller me réinventer, faire autre chose. Et je sais pas quoi, mais on verra bien et ça va bien se passer, quoi. Ouais. Et donc, c'est là où, du coup, Singapour est arrivé sur la table? Exactement, Singapour est revenu, tu vois, voilà, exactement. Donc doucement, avec tu vois tout le tact qu'il fallait, parce que c'était pas simple juste après un deuil de dire bon bah au fait est-ce qu'on peut partir. By the way, donc, voilà, tu vois, bon, donc ça a mis quelques mois. Moi je le dire à ma mère, c'est-à-dire mais je voyais pas bien comment j'allais lui dire. Et puis bon bah à un moment tu vois tu sautes dedans, puis tu te dis bon c'est quand même c'est mon histoire aussi qu'il faut que je construise. Et donc à peu près un an, ouais c'est ça, une grosse année après. Alexandre, il avait même pas un an, donc c'est ça, un an après, on a décidé de partir. Ça s'est fait très rapidement. On a décidé, je pense, un peu après les vacances de Pâques, et on est parti pendant les grandes vacances. Donc ça a été assez rapide. Et voilà. Et je me souviens que c'était l'aventure, c'était l'univers des possibles. Tu vois, je me voyais vraiment. Je connaissais pas la ville en fait. On y avait été très rapidement. À l'époque, on pouvait voyager pour 3 jours. Donc, on avait passé 3 jours. Et voilà, ça m'avait un peu impressionnée. Tu vois, mais en 3 jours, tu vois rien, quoi. Mais j'étais très excitée. Et donc voilà, c'était un départ plein de promesses. Quel âge ils avaient du coup les enfants quand vous décidez de partir? Donc le petit dernier 1 an. Le petit dernier 1 an. Écoute, on est parti en 2019. Pauline, elle venait d'avoir 6 ans et Élise, elle allait sur ses 9 ans. Donc elle allait avoir 9 ans. Donc un pré-twin quand même, pré-teen comme ils disent ici. Exactement. Et tu vois, alors le podcast arrivera bien après dans toute cette trajectoire, mais je me souviens que une fois qu'on avait décidé de s'expatrier, il fallait l'annoncer un peu aux familles et tout, mais il fallait surtout l'annoncer aux enfants. Et en fait, il fallait assez vite, on s'est dit en fait, il faut les embarquer dans ce projet. Évidemment, après chaque famille a son modèle, mais on ne va pas leur demander leur avis. Mais il faut quand même les embarquer dans ce projet. Et donc j'avais fait une présentation PowerPoint un peu sympa. Tu sais, vraiment la marketeuse, vraiment moi je savais faire que ça. Jusqu'au bout. Alors je vais te faire un petit benchmark. Exactement. Voilà le plan, le business plan sur long terme. Complètement. C'est-à-dire moi c'était vraiment mon mode de fonctionnement. Donc j'ai fait mon petit truc, il y avait de la musique. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, voilà. Dans l'email. Exactement. Il y avait la bonne musique qu'il fallait, la petite vidéo, machin et tout. J'avais été des questions à la fin, s'il vous plaît. Mais totalement quoi. Et donc on était pendant les vacances de Pâques, on leur a dit voilà, on a un grand truc à vous dire. Ah bon, va y avoir encore un bébé? Non, pas du tout. Pas du tout. On part à Singapour. Et je me souviens assez bien de ma fille qui me dit ah bah moi je pars pas. Hein. Ah mince. Et là tu dis mais d'accord. Pourquoi? Et en fait c'est la première fois que j'ai
oui, parce que j'avais jamais vécu ça avant, mais tu réalises que, en fait, quand t'emmènes des enfants qui sont déjà un peu grands, bah ouais, tu déranges un peu leur écosystème. Ils ont déjà leur relation amicale, tu vois. Et puis plus ils grandissent, plus c'est le cas. Et voilà, bon, ça a pas duré très longtemps parce que tu vois, j'ai bien fait ma publicité et mon petit coup marketing, donc ça avait l'air quand même assez cool. C'est juste le brainstorming un peu raté au début. Ouais, voilà. Mais voilà, après je les ai embarquées, elles ont présenté ça dans la classe, c'était super. Et puis voilà. Mais le premier, la première réaction c'était ah non merci, ça va. Moi bah du coup on se revoit dans 3 ans. Ouais, voilà, bah vas-y, puis on se rappelle. Mais voilà. Et puis bon, finalement, on est tous partis. Mais c'est ça qui est important de rappeler, parce que quand même à chaque fois t'entends non, mais mes enfants sont malléables, les enfants vous inquiétez pas, ils s'ajustent, nanana, mais pas nécessairement tous, quoi. Enfin, c'est quand même bien de le rappeler, c'est que ils ont, comme tu me dis, ils ont leurs environnements, ils ont leurs amis, ils ont leurs grands-parents. Enfin, pourquoi ils iraient s'embêter ailleurs, quoi? Ouais, tout à fait. Alors oui, ils s'adaptent, mais en fait, en tout cas de mon expérience, bah comme nous, c'est-à-dire ils s'adaptent, mais ils ont des périodes d'euphorie, puis des périodes un peu de déprime, de blues. Ouais. Il y a de la résistance, et c'est bien, et tant mieux, parce que en fait, voilà, ça veut dire qu'ils sont, tu vois, en développement et en construction de leur personnalité, de leur caractère. Mais c'est pas Alexandre, évidemment, le petit, tu vois, c'était pas le cas. Évidemment, lui, de toute façon, il s'en fiche du moment qu'il est avec nous. Vraiment pas tout à fait un sujet. Il a son biberon, lui, il a exactement. Rien à faire du reste, quoi. Il en a rien à secouer. Et des câlins. Voilà, il en a strictement rien à secouer, alors que les deux autres, c'était pas le cas. Mais bon, finalement, on a embarqué tout le monde dans ce petit projet, et puis on est parti plutôt excités et plutôt contents en août 2019. Et donc, on a débarqué ici le 19 août 2019. Wow. Et mais alors du coup, comment tu anticipais le départ là-bas? Est-ce que par exemple tu les as mis à l'anglais comment tu imaginais ça pour eux? Alors surtout pour tes deux filles. Ouais, alors à Paris, elles étaient déjà dans une école bilingue. Moi, j'étais élève là-bas quand j'étais jeune. Ma maman y avait travaillé toute sa vie, donc on avait un peu une histoire, tu vois, avec le bilinguisme, je sais pas, mais en tout cas avec cette école bilingue. Donc elles y étaient depuis la maternelle, et c'est là que en fait comment dire, je suis partie pleine d'espoir, et puis les 6 premiers mois, je peux te dire, je le dis souvent, j'ai dévalé la piste noire sur les fesses, c'est-à-dire et en fait la première désillusion, elle a un peu commencé là, c'est-à-dire donc j'avais des enfants qui étaient à l'école bilingue depuis la maternelle, tu vois, depuis la moyenne section. Donc moi je me suis dit un peu naïvement, bah elles sont bilingues, il y a aucun problème. Enfin tu vois, on va arriver dans un pays qui parle anglophone, tu vois. Ouais, voilà. Poussez-vous, tu vois. Évidemment que mes enfants sont capables et sont aptes, voilà. Donc je me suis pas posé la question de l'école, et tu vois, avec le recul, je le ferais différemment aujourd'hui, mais je les ai mises dans le lycée français sans me poser la question une seconde, parce que à l'époque, je ne m'étais donc jamais expatriée, et je voyais, même si j'étais très contente de partir, je le voyais vraiment comme un moment extrêmement défini dans notre vie. Et donc, je me suis dit, le lycée français, c'est ce qu'il y a de plus simple, puisque tu plug in, plug out, les enfants, tu peux les ramener ensuite, voilà, tu vois. Donc, et d'ailleurs, même moi, je me disais, je pars 5 minutes, mais moi, ma vie, elle est à Paris. Enfin, tu vois, je partais pas pour ça allait être ma question. C'est que quand vous partez, est-ce que vous partez avec une deadline à vous dire, bon, on y passe 2 ans, on voit si on aime, mais on va pas y passer notre vie, quoi? Ouais, comme souvent les contrats de relocation, c'était 3 à 5 ans. On partait plutôt pour 5 ans. J'avais dit plutôt à ma mère 3 ans, tu vois, en me disant il sera toujours temps au bout de 3 ans de dire 5 ans, on va s'énerver maintenant. Ouais, voilà. Mais bon, on partait pour 5 ans, mais avec l'assurance, en tout cas pour moi et même pour Baptiste, tu vois, de se dire dans 5 ans on est revenu à Paris, c'est sûr. On n'est pas, je sais pas si j'ai dit ce mot exactement, tu vois, Cindy, mais j'ai dit moi je suis pas une expat, moi je suis une Parisienne, tu vois, c'est sûr. Ouais, je veux bien aller voyage, faire, voilà, quoi. Voilà, je vais faire ces quelques années, voilà, ça va être super sympa, on va apprendre plein de trucs, mais on revient. Et donc je me suis pas posé la question de l'école. C'était le lycée français, et il y avait une section internationale, moitié anglais, moitié français. Et je me suis dit bah voilà, mes enfants ils sont bilingues, bingo, il y a aucun problème. J'ai fait ma petite lettre de motivation. Les enfants, ils ont été acceptés en section internationale. Bon, voilà.
Et en fait, j'ai pris une énorme, enfin mes enfants plus que moi, tu me diras, mais une énorme claque. C'est-à-dire quand j'ai déboulé là dans ce monde d'expat, j'ai réalisé en fait que la vie, enfin que la perspective que j'en avais de mon petit, tu vois, cocon parisien était totalement erronée. Les enfants en expat, et toi tu vois ça encore plus aux US, c'est-à-dire les petits Français qui parlent américain, enfin ou anglais, ils parlent, pas qu'ils sont bilingues, c'est qu'ils sont natives quoi. Et en fait moi mes enfants que j'avais estimés bilingues, ils se débrouillaient, mais c'était pas du tout au niveau, si tu veux, pas du tout. Et celle pour laquelle ça a été le plus ça a demandé le plus d'efforts, c'était Élise, qui est arrivée je te dis pas de bêtises, en CM1, alors que Pauline arrivait en CP. Donc en fait, même si elle parlait pas hyper bien anglais, tout le monde apprenait à lire et à écrire. Donc en fait, elle s'est mise à niveau avec les autres. Elle a appris à lire elle a appris à lire et à écrire en anglais et en français de façon simultanée. Mais même si elle parlait moins bien que les autres, finalement, l'apprentissage était au même niveau. Alors que pour Élise, qui était déjà en CM1, tu vois, les gosses, ils parlaient hyper bien. Et en fait, en novembre, tu as le premier parent-teacher. Et en fait, là, la prof d'anglais me dit, elle est super, Élise et tout, mais elle a pas le niveau pour la section internationale. Et là, si tu veux, je me dis, mais mince, parce qu'en plus, le fait d'être venue comme ça à l'étranger, moi, pour les enfants, j'ai vraiment envie que ce soit une expérience immersive, qui ressorte de là complètement bilingue, ça c'est sûr, mais tu vois, imprégné d'autres choses. Donc si c'est pour rester dans un lycée français, dans une section française, ça m'allait pas du tout. Donc la panique à bord. Et en fait, j'ai trouvé une super prof au British Council et on a donné des cours d'anglais assez intensifs à Élise pendant 2 ans. Et là aujourd'hui, ça y est, c'est gagné. Tu vois, elle a récupéré son retard et elle est aujourd'hui en 6e en section internationale et elle parle hyper bien, elle lit hyper bien, enfin des trucs comme je comprends rien. Enfin tu vois, je vois les bouquins, je me dis oula, ça y est, c'est gagné, tu vois. Mais ça a été la première désillusion, tu vois, je me disais bon c'est bon, ça je sais parler anglais donc on va s'adapter vite elle va être vite au niveau alors que et en fait pas du tout. Pas du tout. Ouais, elle s'est vite fait des amis, enfin ils ont été chaleureux avec elle à son arrivée ou ça a été aussi un peu galère parce que j'avais fait un épisode avec Élise qui elle habite en Italie et c'était une enfant expatriée qui est devenue immigrée et elle m'expliquait donc pareil elle est partie de France pour aller en Italie et elle avait je crois de mémoire 11 ans et c'était un peu c'était pas glorieux quoi. Enfin, il y avait pas mal de messes basses, un petit peu de coups derrière. Je parle en anglais comme ça, elle comprend pas ce que je dis. Enfin, ce genre de choses, quoi. Alors, écoute, pareil, un peu comme le reste des expériences, il y a eu des moments forts et des moments vraiment, vraiment pas forts. Les deux n'étant pas forcément au même moment, c'est-à-dire il y en a une qui allait bien, l'autre qui allait pas bien. Ça a été la communauté française ici à Singapour c'est petit, donc je pense que c'est assez particulier comme expatriation. C'est petit. Tu vois, moi je pensais que j'arrivais à New York en fait, et pas du tout. On est plutôt l'équivalent de Rennes. Tu vois, genre... On est 10 pèlerins les gars. Non mais c'est pas du tout dans cette ambiance. Enfin, si tu veux, même s'il y a des grandes tours et tout dans le business district, c'est pas du tout l'ambiance. Ça fait un petit côté ville de province, tu vois. Et la communauté française est assez importante par rapport à la taille de la ville. Je crois qu'on est 15 000 Français. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Et en fait, tout ce monde vit quand même un peu dans le même quartier. Ouais, on va pas se mentir. Donc en fait, tu peux tout à fait passer une semaine entière à parler que français, manger français. Tu vois, c'est un peu particulier. Mais une communauté qui est assez, qui est bienveillante, qui t'ouvre vraiment la porte, il y a une solidarité assez, et encore plus maintenant qu'on a traversé toute la guerre là du Covid. Mais donc l'intégration, elle est assez facile. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire elle est facile en surface. C'est pas pour ça que maintenir le bateau. Ouais. C'est pas pour ça que tu te fais des copines tout de suite avec lesquelles tu t'entends hyper bien. Et là, j'en reviens à mes filles qui étaient déjà suffisamment âgées pour avoir des meilleures copines à la vie, à la mort à Paris. Et donc, il y avait toujours la comparaison. Donc, tu vois, la petite, sa meilleure copine, c'est Jeanne. La grande, c'est Dora. Et en fait, c'était toujours un peu la comparaison. Bah oui, mais c'est pas pareil. Et tu vois, ça m'a pas choquée, mais je pensais pas, franchement, qu'à cet âge-là, tu pouvais garder des amitiés aussi fortes à distance. Et c'est marrant, tu vois, parce que
tu dis bah moi je suis adulte, c'est normal, etc. Et ben non, en fait les enfants, en tout cas les miennes, elles ont maintenu ce lien très fort avec la France. Et donc par opposition, ça a mis un peu de temps ici à trouver vraiment la soulmate, tu vois, vraiment la bonne copine. Mais oui, parce que quand même j'allais te demander, parce que vous êtes quand même partis pour aller prendre un peu d'air. Ouais. C'est vrai qu'on a eu quand même une pandémie entre-temps. Et du coup, toi, parce qu'on parle des enfants, mais t'as quand même laissé ta mère et ta famille endeuillées, sachant que tu es arrivée et 6 mois après, tu n'as pas pu les voir pendant 18 mois. Comment tu vas, quoi? Écoute, ça va. Je pense que le fait que c'était une expérience un peu collective a un peu apaisé mes tourments personnels, tu vois, parce que bon, c'est pas... on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu de la chance. On est arrivé en août. Maman et ma super copine sont venues nous voir aux vacances de la Toussaint. Donc il y a eu déjà un premier échange. On est rentré à Noël 2019. Et puis après, c'était parti pour un peu la galère. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est comme tout. C'est-à-dire les choses sont arrivées progressivement. Je n'ai jamais pensé en janvier 2020 qu'on rentrerait pas en juillet. Donc en fait, si tu veux, t'avances de façon très progressive là-dedans. Malgré tout, tu parles quand même tout le temps par WhatsApp, 1000 autres choses qui font que t'es jamais déconnecté. Et comme chacun était enfermé, finalement, bon bah, je te dis pas que ça passe, mais tu t'habitues à tout. Franchement, le niveau de résilience, on l'a tous vu. On a tous eu un niveau de résilience assez élevé, donc tu t'habitues. En revanche, c'est vrai que vient un moment où tu dis non mais là c'est bon, j'en ai marre. Là c'est la goutte de trop. Et pour moi, c'est arrivé en mai ou juin l'année dernière, quand pour la je ne sais pas combienième fois, ils ont décidé qu'il fallait lockdown à nouveau et ils ont recommencé le home-based learning. Quand même l'expérience la pire pour les parents là. On partage tous ce moment de solitude. Ah ouais, putain. Pardon, excuse-moi pour le gros mot. Oui, c'est très difficile. Et donc, ils ont refermé l'école. Et là, j'ai dit, OK, c'est trop pour moi. C'est trop, on rentre. Je rentre. Les frontières sont fermées, donc peut-être qu'on rentrera pas tout de suite. Eh ben, tant pis. Vous savez quoi? Tant pis. On verra bien. Il y aura toujours moyen. On pourra inscrire les enfants à l'école. Alors moi j'ai de la chance en plus, ma mère ayant travaillé dans une école, tu vois, pendant des années. Te les remettre je me suis dit est-ce qu'on pourra toujours discuter, même si c'est évidemment pas simple, etc. Mais tu vois, je suis partie début juin. T'as une porte de secours. Ça suffit. Et pour répondre à ta question, comment je vais ou comment j'allais, je pensais que j'allais bien. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'avion et que l'avion a décollé, je me suis mise à pleurer, c'est-à-dire mais tu vois, t'as le truc qui tombe et tu dis mais en fait avec un sentiment avoir été exfiltré, tu sais, et de respirer à nouveau. Et quand je suis arrivée en France, en plus ça correspondait au début de l'été, il y avait plus les masques à l'extérieur, et puis t'arrives en France, même s'il y a des règles et qu'évidemment les gens respectent les règles, c'est pas du tout la même ambiance qu'ici. Ici, tu sais, tu respectes pas une règle, soit t'as une amende, soit tu vas en prison. Enfin, c'est pas du tout, soit tu te fais expulser du pays. C'est pas du tout détente, quoi. Et en fait, c'est un petit peu plus laxiste en France, hein. Ah bah, c'est un tout petit peu. Tout petit peu. Donc voilà. Donc en fait, je pensais que ça allait et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait été quand même très très lourd parce que mais comme beaucoup de parents, quand tu as des enfants, tu dois montrer aussi, même s'il faut montrer sa vulnérabilité parfois, il faut quand même dire tout va bien, vous inquiétez pas. En fait, le vous inquiétez pas, tout va bien. Tu l'appliques à toi-même, Ouais, puis tu le maîtrises pas bien quand tu leur dis non mais ça va. C'est clair. Bah en fait, je sais pas trop là. je maîtrise pas bien. Ça va moyen. Pas moyen en fait. Ouais, ça va aller. Donc voilà. Et puis il a fallu quand même être un peu créatif, tu vois, passer 2 mois de vacances d'été ici l'année dernière, passer les vacances de Noël quand t'es tu vois, moi j'ai pas forcément toujours passé Noël en famille absolument traditionnellement, mais quand d'un coup tu te retrouves au bout du monde dans un pays qui fête Noël, mais moyen quand même, c'est pas non plus tu vois, où tu vas acheter ta bûche de Noël à 80 balles, tu te dis merci. Ouais, voilà. Tu dis qu'il a fondu parce que il fait 35 degrés, tu vois. Donc c'est voilà, faut se réinventer quoi. Bon. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va, mais un peu fatiguée quand même, un peu lessivée de tout ça, mais riche d'enseignements et malgré tout, tu vois, c'est quand même ça la folie du système. C'est qu'en fait, malgré tout, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de partir maintenant. Non, mais ça fait partie de la complexité quand même de
de l'être humain à, encore une fois, devoir faire des choix pour soi, mais aussi pour les autres, et voilà, avec des comptes à rendre, oui ou non. Donc, comment tu fais alors quand tu arrives sur place? J'imagine que tu reprends une carrière à zéro, c'est ça? Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment la question que je ne me suis pas posée. Et je me demande aujourd'hui, mais pourquoi? C'est-à-dire à quel moment? En plus, je suis pas du tout spontanée, pour revenir à ce qu'on disait un peu avant l'enregistrement. Moi, je suis pas du tout dans le lâcher prise et pas du tout mon style. Et je ne me suis pas posé la question pour moi. C'est-à-dire que avant de partir, évidemment, les enfants, c'était hyper organisé, mais même, bon, tu vois, le déménagement où on allait, j'avais besoin d'une nounou, tu vois, parce que il était petit, Alexandre, et au départ, bon, c'est plus le cas, mais Baptiste, mon mari, devait voyager, je crois, à 60% du temps. Ah ouais, quand même, ouais. Bon, voilà, donc fallait quand même assurer un peu les arrières. Et en fait, je me souviens assez bien, tu vois, je sais plus quelle date exactement, mais début septembre, peut-être vers le 10-15 septembre, une fois que tout le monde était parti à l'école, les uniformes, les fournitures scolaires, il y avait des chocs à pic dans le placard, et tu vois, la maison tournait, c'est-à-dire j'étais capable de... Tu vois, et puis j'avais trouvé un médecin, je savais comment changer une ampoule, enfin, tu vois, des trucs auxquels tu penses pas. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, tu penses pas avant de partir. Et quand t'arrives et que t'as une ampoule qui pète, et là, tu te dis, bah, je sais pas. Mince. Où je vais, enfin, tu vois, il y a pas d'ampoule dans le supermarché, enfin, et puis le supermarché, c'est tout écrit en chinois, enfin, tu vois, il faut quand même il faut un peu d'adaptation à tout ça. Et une fois que tout était à peu près rodé, et Singapour, c'est facile, hein, attention, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis retrouvée un jour à la maison vide, tu vois, et je me suis dit, mince. Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Alors chien, même pas, parce que figure-toi, moi j'ai peur des chiens, donc impossible. Okay. Donc et là tu dis bon, d'accord, par où je commence? Et c'est là où j'ai commencé un peu à dévaler la piste noire, parce que j'avais pas réalisé à quel point tu devais tout remettre à zéro, tes relations amicales, ton écosystème professionnel. Moi, en plus, j'avais toujours été à Paris dans le même secteur d'activité. Tu vois, je connaissais hyper bien tous les rouages, c'était facile. Et en fait, là, j'avais personne. C'est-à-dire, je savais même pas qui appeler. Tu vois, il fallait commencer à zéro. Et donc, comme beaucoup, ou presque certainement toutes les expats, tu vois, tu commences quelque part. Donc, moi, en l'occurrence, je me suis rapprochée des associations, tu vois, de Français ici à Singapour, pour commencer à m'introduire un petit peu. Et puis, T'as pas fait l'électricien pour l'emploi? Non, j'ai pas fait l'électricien, pas tout de suite. Et j'ai trouvé ça assez difficile, en fait. Et c'est marrant parce que c'est un exercice que tu demandes à tes enfants, en disant, c'est bon, tu vas te faire des copains à l'école, c'est super, chérie, vas-y. Et elle te regarde un peu en tirant la tête. Mais en fait, c'est pas du tout facile. Tu te rends compte que toi, pareil, t'es dans la même cour de récréation, quoi. Et tu dis, mais attends, les bandes sont déjà un peu existantes. Et même si les gens sont sympas, c'est pas facile. Et puis, c'est pire, je dirais, hein. C'est quand même pire en tant qu'adulte. Hein. Ouais, parce qu'en fait, t'as tous tes préjugés, ta fierté, ton bagage et tout. Et puis t'arrives et tu dis, bon, salut, moi c'est Natalia. Voilà, j'ai 41 ou 42, peu importe, j'ai fait ci ou ça avant. Et puis en fait, tu te rends compte que, en tout cas, moi je me suis rendu compte que les gens, et c'est super, c'est une richesse que j'ai acquise aujourd'hui, mais ils ont une perspective beaucoup plus large que la tienne, parce qu'en fait, souvent les gens ont voyagé beaucoup ou ont fait plusieurs expats, donc ils se sont eux-mêmes réinventés. Alors que moi, tu sais, j'arrivais de mon petit chemin, il était hyper droit, hyper beau mon chemin, mais bon, il était très étroit, quoi. Et donc en fait, je savais pas très bien comment raconter mon histoire ou ce que j'allais faire ici. Et en fait, je me sentais pas hyper. J'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir, quoi? Et tu pouvais travailler avec enfin, je sais pas comment ça se passe à Singapour et j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Ouais. Mais tu pouvais, en tout cas, t'avais la possibilité de travailler si tu le voulais? Oui, alors à l'époque, oui. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont assez nationalistes et donc les visas de travail pour les étrangers, c'est pas très distribué. Mais oui, j'aurais pu, mais je ne voulais pas.
En tout cas, je ne voulais pas aller bosser en tant que salariée. Je voyais, puisque je te rappelle, à ce moment-là, je pensais que c'était un moment très défini dans ma vie. Je m'étais dit, je veux profiter de ces années-là. J'ai bossé comme une dingue pendant près de 20 ans, y compris le week-end, tard le soir, etc. J'ai toujours eu envie d'être à la maison, à côté à côté des enfants et avoir un moment, profiter de leur jeune enfance, on va dire. Et je me suis dit, mais c'est le moment rêvé pour le faire. Donc, et en plus, ils en ont besoin. Je me suis dit, on n'est pas à l'autre bout du monde pour avoir 3 enfants tout seuls à la maison. Ça fonctionnait pas pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, je vais... voilà, j'avais commencé, avant de partir, tu vois, à Singapour depuis Paris, j'avais commencé à faire une mission de conseil pour le groupe dans lequel je travaillais, qui était Kering. J'avais commencé à faire une première mission de conseil et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas? Ça, c'est super. Ça me permet de bosser un peu à la carte, tu vois, en fonction des missions, en fonction de ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, j'ai commencé à contacter un petit peu les gens en arrivant, tu vois, en disant, voilà, maintenant que je suis ici, si vous avez besoin de quelque chose, moi, je peux intervenir de façon ad hoc, soit sur des problèmes de produits, de business plan, soit sur des sujets un peu plus organisationnels. Voilà, j'ai managé des grosses équipes, c'était pas toujours évident, donc je connais bien ces univers-là, je peux vous aider. Et puis, en fait, c'est pas venu tout de suite, hein. J'ai dû être un peu patiente, mais ça a commencé à arriver. On m'a contacté. Le Covid m'a aidée puisque comme tout le monde s'est fait enfermer chez lui, plus personne ne pouvait voyager. Distance, c'est plus simple. Voilà. Ouais. Et donc j'ai commencé, tu vois, comme ça, à faire des missions. Donc ça, c'était super. Et puis parallèlement à ça, dans ma quête absolue de me faire des amis et de rencontrer des gens, tu vois, j'allais partout, hein, vraiment Cindy, c'est-à-dire je faisais tout. Je faisais des soirées, des colloques, des petits déjeuners, enfin j'allais un peu partout. Et je mangeais partout. Oui, partout, c'est-à-dire vraiment. Un petit four à droite. Ah vraiment. Mais tu rigoles, mais la galette des rois de l'Alliance française, je sais pas quoi. Ah non, mais j'étais partout. C'est-à-dire vraiment partout, sachant que c'est vraiment pas ma zone de confort. Je déteste ça, y aller toute seule, me présenter. Je me trouve toujours un peu maladroite. Tout le monde, oh là là, je déteste. Oh là là, je déteste. Bref, c'est-à-dire j'ai l'impression soit d'être prétentieuse, soit d'être nulle, tu sais, de vraiment, je sais jamais. Bref. Et dans tout ça, je rencontre une fille qui a bossé 15 ans en finance, à droite à gauche en Asie, et qui est devenue coach, executive coach, et qui a monté depuis peu sa formation pour former des gens pour devenir coach. Et là, je me dis, tiens, d'abord ça a l'air intéressant, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en fait, cette formation, donc je me suis inscrite là-dedans en me disant, tiens, voilà, tu vois, j'ai commencé en février 2020, donc quelques mois après être arrivée. Et en fait, ça a été une révélation. C'est-à-dire que d'abord, j'ai rencontré, pour la première fois depuis le début, j'ai commencé à rencontrer des gens locaux et pas français. Okay. Et ça, déjà, tu vois, ça semble un peu bête vu de loin, mais c'est vrai que j'étais très enfermée dans la communauté française. Et en fait, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres expats et des locaux, c'est-à-dire des Singapouriens et tout. Et ça, c'était super. Ça m'a ancré un peu plus dans la vie ici. Et dans la formation, il fallait se mettre à coacher assez vite, puisque pour pouvoir passer l'examen, il fallait 100 heures de coaching. Ah ouais. Et donc là, tu dis, d'accord. Donc 100, ça semble, tu vois, au début, tu dis, mais comment? Et donc là, j'ai continué dans ma lancée commerciale, tu vois. Je me suis dit, au même titre que je vais racoler des amis, tu vois, à droite, à gauche. Allons-y. T'as mangé, autant manger pour quelque chose. Voilà. T'avais le droit de le faire pro bono puisque c'était dans le cadre de ta formation, donc tu faisais pas payer les gens. Et donc, j'ai commencé à dire, voilà, moi, j'offre ce service. Et là, bam, le Covid. Donc, fantastique, puisque tout le monde chez lui et tout le monde en Zoom. Et en fait, moi, ça m'a permis tout de suite d'attaquer Paris, Londres, New York, cet écosystème que je connaissais bien, à distance. Alors que certainement, hors Covid, les gens l'auraient pas fait à distance. Tu avais l'habitude d'aller chez quelqu'un et de discuter ou de faire venir la personne dans ton bureau. Et là, d'un coup, tout est passé en virtuel. Et pour moi, ça a été une vraie opportunité parce que j'ai pu commencer à coacher des gens à distance. Je pense que j'ai apporté puisque les gens ont repeat customer ou m'ont recommandé, tu vois. Donc, a priori, c'est que ça donc, va. C'est que c'est un bon produit, oui, manifestement. Voilà. Mais, et voilà. Et là, enfin, j'ai trouvé en zone de confort, je sais pas si t'es jamais en zone de confort, mais je suis sortie de la turbulence. C'est-à-dire que je m'étais fait des amis, j'avais trouvé un équilibre professionnel nouveau, différent, mais dans la continuité de ce que j'avais fait et, très important, qui ne prenait pas tout mon temps. Parce que tu sais, moi, je voulais absolument garder du temps pour les enfants. Ouais. Exactement, ouais. Et donc voilà. Et donc voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Vitesse croisière. Et aujourd'hui, du coup, c'est ta profession et tu arrives à
en tirer un bon salaire et compagnie? Enfin, je veux dire, t'arrives à en vivre? Non, Ou je pas vais encore? pas. Non, pas du tout. Comment dire? C'est un peu choisi et subi. Une partie est choisie parce que je te dis, je veux profiter, tu vois, de ces Oui. années pour respirer. Je me rends compte, je suis très active, très machin, mais en fait, je me rends compte que j'ai besoin aussi de décompresser pour faire de la place, tu vois. Une vie de famille plus sereine, à des choses voilà dont j'avais envie de profiter. Et une partie est subie parce que dans une société où économiquement on n'est quand même pas tous au max, les boîtes mettent pas énormément de capex sur la table pour aller chercher des consultants extérieurs ou des coachs ou tu vois, souvent ils ont des ressources à l'intérieur, donc j'ai pas toujours, tu vois, l'appel d'offres, c'est pas toujours moi qui vais gagner, et voilà. Mais je me dis que je profite de cette parenthèse parce que même si aujourd'hui, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de rentrer et on n'a pas envie de rentrer. Alors on parlera des enfants après, mais en tant que couple, nous n'avons pas envie de rentrer tout de suite. On restera pas à Singapour au-delà des 5 ans. Non, pas au-delà des 5 ans. En revanche, après, tu vois, j'aimerais bien aller ailleurs. J'ai pas envie de rentrer tout de suite en France. Tu veux aller où? Le monde est ouvert, tu vois. Moi, je rêverais d'aller aux États-Unis, mais je pense pas que ça arrivera, parce qu'a priori, c'est plutôt Baptiste qui est leader dans qui est dans cette aventure. Ouais. Non, mais peut-être que ce sera, tu vois, peut-être que ce sera l'Angleterre, peut-être que ce sera ailleurs, mais aujourd'hui, pour le coup, le sujet n'est pas sur la table, mais j'ai pas envie de rentrer. Voilà, l'espèce de parenthèse, tu vois, j'en profite. Je sais qu'elle va se refermer d'ici, elle est 18 à 24 mois. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Choisi et subi, je te dis, par un peu des deux, de la situation et du fait que j'ai envie d'en profiter. Et que, voilà. Sinon, ça te laisserait pas suffisamment de temps pour pouvoir travailler sur ton podcast. Parfaite transition, absolument. Absolument. Est-ce que tu veux nous parler de Alley Hop? Écoute, c'est arrivé en début d'année dernière ou cette année? Non, de cette année. 2021. Ça dépend parce que quand on enregistre en décembre, mais on sera en 2022 oui, quand tout à on fait, sort. Donc techniquement, mars 2021. Mars 2021, j'ai publié le premier épisode. Ça faisait quelque temps que j'avais ça en tête. J'ai toujours, alors pas toujours, mais j'adore les podcasts. Et depuis que je suis arrivée à Singapour, c'est vrai que j'en consomme plus qu'avant parce que j'ai plus de temps et parce que j'avais besoin de cette bulle, tu vois, d'évasion. Et en fait, je mets mon casque, j'écoute plein de choses différentes, mais ça me permettait un peu de m'évader et voilà, je trouvais ça super. J'adore le micro, c'est vraiment j'ai un fantasme secret, je pense, sur le micro, tu vois, je rêverais d'un jour. J'imagine du coup en train d'essayer de le toucher, il y a eu un moment de poche, alors elle est en train de caresser. Je sais pas, mais ça depuis toujours, c'est-à-dire j'ai toujours rêvé de monter sur scène, alors que je suis pas du tout actrice, mais alors pas du tout, j'ai jamais fait de théâtre, rien, mais mon rêve absolu, si tu me dis quel est ton rêve, je pense que je rêverais de monter sur la scène de Bercy et de dire bonsoir Paris. C'est-à-dire vraiment, ça c'est le truc. Bercy, attends, le Stade des Princes, tu rigoles ou quoi? Stade de France, pardon. Le Stade de France, ouais. Mais bon, voilà, c'est pas du tout ma trajectoire. Mais tu vois, voilà, le micro, ça m'a toujours fait envie. Et en fait, pour en revenir à ces histoires de coach et de parfois être bien et être moins bien, j'ai fait appel pendant les premiers mois et même plus tard, ici à Singapour, à cette coach qui m'avait suivie quand je travaillais chez Saint-Laurent. Je l'ai appelée et je lui ai dit, est-ce qu'on peut programmer quelques sessions? Je suis complètement perdue en fait. Par moments, je vais très bien, par moments, je vais pas bien du tout, par moments, j'ai vraiment pas confiance en moi et en même temps, je me dis que c'est super comme moment de vie. Et puis un jour, je lui dis, mais par exemple, il y a des choses que j'aimerais faire, j'adorerais faire un podcast, mais bon. Et elle me dit, mais bon quoi? Je dis je sais pas, on va faire un podcast. Enfin, d'abord, je sais pas faire. Et puis, qu'est-ce que les gens penseraient? On me dit, mais qui déjà penserait quoi? Pourquoi? Et en fait, elle a un peu déconstruit cette espèce de projection et de crainte et d'idées reçues que j'avais. Et en même temps, je n'arrêtais pas de parler tout le temps de ce sujet de l'expatriation, mais qui est propre à beaucoup d'expatriés et notamment de nouveaux expatriés, de dire ah là là, l'expat c'est à la fois génial et hyper difficile.
Ouais. C'est une espèce de ligne de crête très compliquée entre expérience extraordinaire et quelle chance tu as de le traverser mais quelle angoisse absolue, pourquoi j'ai fait ce choix, mais à quel moment j'ai décidé ça, je me sens seule, je me sens nulle, j'ai pas fait le bon choix. Et intervient là la notion de famille, quand tu pars pas tout seul et que tu suis ou que tu entraînes et que tu vois, c'est-à-dire que tu es le conjoint suiveur, l'enfant ou celui qui part, bah, tu pars avec tes propres contraintes, tes propres émotions et tu dois composer avec celle de l'équipe qui, tu vois, avec laquelle tu pars et qui n'a pas forcément les mêmes énergies, les mêmes émotions au même moment. Et je trouve ça assez complexe d'avoir à te gérer toi-même. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Et en même de temps gérer les en autres. plus les autres. Ah, sachant ouais. que les autres dépendent de toi. Et tu te dis déjà que moi, je dépends de moi. C'est quand même chaud, quoi. Tu sais, j'avais l'impression de vivre un peu une double vie. J'appelais mes copines ou tu vois ma famille à Paris. Parfois en disant ouais, je sais pas, bof, je sais pas trop, je me sens seule. Et j'entendais de l'autre côté, non mais attends, mais tu peux pas dire ça, mais c'est génial, mais tu te rends pas compte la chance que t'as. Et moi, si j'étais à ta place, donc je raccrochais en disant c'est moi qui ai rien compris, c'est vrai, je profite pas du tout de l'expérience ici. Et puis en même temps, quand je croisais des gens ici et que je partageais un peu ces moments de doute que j'ai mis du temps à dévoiler, parce que ça c'est pas facile quand tu te fais des amis. Le premier truc que tu dis c'est pas moi je déteste, je me sens pas bien du tout. Tu dis au contraire. Ici, c'est pourri. Ouais, quoi. c'est l'horreur quoi, franchement. J'ai la goutte au dos là, j'en peux plus les gars. C'est chaud quoi. tout le temps, mes cheveux ils sont atroces parce qu'il est toujours humide, je suis coiffée, c'est pas possible. Enfin tu vois. Donc tu dis pas ça et donc en fait tu enfouis un peu tes émotions. Et tu les enfouis aussi un peu avec ton conjoint parce que lui il revient, il vit une aventure. Alors nous on avait cette dynamique, lui il vivait une aventure professionnelle nouvelle. Moi j'avais décidé de mettre un moment d'arrêt quand même à ma carrière professionnelle, donc on n'était pas du tout sur le même rythme. Lui il était hyper content, en découverte avec des challenges, tu vois, et moi j'étais pas du tout dans le même rythme. Mes enfants, il fallait les pousser en dehors de leur zone de confort, les soutenir, leur dire que c'était génial, alors que par moments ils râlaient un petit peu, mais il fallait pas que je leur dise oui, je suis d'accord, et en même temps il fallait pas leur dire complètement je suis pas d'accord. J'ai trouvé ça, mais voilà. Et donc c'était quand même un sujet dont je parlais un petit peu tout le temps. Et en fait, je me souviens assez bien, j'étais en voiture, tu vois, je sais pas d'où je rentrais, peu importe. Et en fait, je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer. Et j'ai envie d'explorer ce truc un peu niche parce que comme tu le sais bien, le sujet de l'expatriation, il a déjà été traité et très bien traité par plusieurs médias, des bouquins, des podcasts, des blogs. Enfin, je veux dire, le sujet est déjà hyper approfondi et les gens partagent énormément leur expérience. Et parce que je pense qu'on a tous envie et besoin de déposer, tu vois, nos expériences et de partager. Le sujet de l'expatriation en famille, toi, tu le traites aussi. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question de dire, est-ce que, comment je le traite? Qu'est-ce que je veux en faire? Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de regarder par ce prisme un peu étroit, mais bon, du coup, un peu niche, de l'expatriation en famille et de la gestion des émotions. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement quelle est la vie que tu mènes ou comment est telle ou telle ville ou tu vois, quel choix tu as fait, je sais pas moi, pour de façon de vivre ou de façon d'éduquer tes enfants, etc. Mais c'est vraiment comment tu as géré tes challenges. Ah ouais, comment tu as géré tes challenges et comment tu t'en es sorti. Et j'avoue, et je le vois aujourd'hui beaucoup avec le recul, c'est qu'il y avait une partie thérapeutique pour moi. C'est-à-dire, je pense que moi, j'avais besoin aussi tu vois, d'un sparring partner pour dire on est d'accord, c'est quand même galère cette histoire. C'est super, mais c'est quand même un peu complexe. Et puis avec toute la retenue, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, moi je suis assez sensible au regard des autres, les jugements, donc je me suis dit mais je sais pas faire ça, si je fais ça tu vois, par exemple, que moi je viens pas du tout, mon expérience professionnelle par exemple n'a rien à voir avec cet exercice. Si je fais ça, est-ce que ça va dévaloriser je sais pas, tu sais, des questions un peu bêtes sur le moment, mais je sais pas pourquoi j'avais Oui, c'est genre quelle est ta legacy à faire ça, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais tu vois, et puis je sais pas faire et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, hop, c'est pas grave, so what, j'essaye, tu vois, j'ai envie de le faire.
si je le fais pas maintenant, jamais je vais essayer ça. Et donc, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé ce qu'il fallait acheter, je me suis un peu renseignée, et puis je me suis lancée. Et j'en ai parlé pas mal autour de moi, tu vois, en disant bah voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Et en fait, les gens ont commencé à me livrer leurs histoires assez spontanément, et je me suis dit Ouais, bon ça, bah c'est si assez les dingue. gens, bah ouais, c'est fou. Hein. Oui, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont envie de partager leur histoire, quoi. Enfin, c'est génial. C'est génial. Et en plus, ouais, parce que tu choisis de le partager, et c'est un moment un peu, tu vois, tu crées une bulle, quoi. Il y a ce moment un peu de partage d'intimité, et donc voilà, j'ai vu que les gens commençaient à, tu vois, à aller dans mon sens et à me raconter des trucs, et donc je me suis dit bon bah j'y vais. Et puis je me suis lancée sur un premier épisode qui est le premier que j'ai publié, là, celui de Hélène, qui est une fille que j'ai rencontrée ici à Singapour, et je me suis dit je le fais avec elle, elle est ici en local, enfin tu vois, ça va être un entretien, une interview face to face, et puis on verra bien ce que je ferai de cet épisode. J'avais envie que ce soit un épisode plutôt court, parce que je sais pas pourquoi, j'avais envie qu'il puisse tenir, tu vois, de façon un peu compacte. Je pense qu'il y avait aussi de ma part une histoire un peu de, j'avais pas envie d'embêter trop. Tu vois, je me suis dit, si c'est trop long, est-ce qu'on va m'écouter, tu vois, quand t'es pas connu. Je me suis posé la question, je me dis, est-ce que les gens vont... Tu veux pas prendre trop de place ouais, chez exactement. Je me ouais. suis dit, si je fais court, tu vois, peut-être ça va passer. Donc, je me suis dit, bon, bah, en 30 minutes, je m'étais dit, alors mon idéal absolu, c'était moins de 25 minutes. Bon, c'est quand même difficile. Sur l'exercice de l'émotion. Ah bah non, mais impossible. Enfin bon, bref. Parce que tu traites quand même de sujets, voilà, sensibles. T'as pas envie non plus froisser ton invité à dire bon, parce que tu me racontes, je peux essayer de te le faire en 15 minutes. C'est clair. Tu vois, c'est quand même, ouais. Il y a des problématiques qui viennent s'ajouter. Absolument. Faut laisser le temps, voilà, de rentrer dans la discussion. Et donc voilà. Donc j'ai fait un premier épisode qui a donc duré 2 heures. Enfin, c'était 2 heures de conversation. Et donc là, je me suis retrouvée devant Audacity, et je me suis dit, ah, ok, d'accord. Alors, comment ça marche? Et en plus, maintenant, voilà, je suis un peu plus rodée, mais le premier épisode, je l'ai fait... j'avais pas de script. Non, mais je n'ai pas dormi, je pense, tu l'as scripté? Non, mais maintenant, en fait, c'est ce que je fais, figure-toi. Ah, tu les scriptes? Ouais, parce qu'en fait, ça me permet... Les entretiens sont tellement longs que du coup, je les ai... Alors, script, c'est-à-dire je post-script, c'est-à-dire une fois que l'interview a été faite, je le mets par écrit, quoi. Je le vois par écrit. Tu dois passer un temps fou. Parce que je pense à un épisode où tu avais fait des entrevues croisées. Ouais. Je sais pas comment tu t'es dépatouillée. Eh ben, aujourd'hui, ça me prend... Alors, le fait de scripter, mais peut-être parce que je suis visuelle, tu vois, comme j'ai un apprentissage visuel. Aujourd'hui, all in all, ça me prend 3 jours pleins. Le montage, il me prend 3 jours pleins. Oh la vache! Mais alors, du coup, c'est quoi ton profil préféré à toi? Enfin, je veux dire, si t'avais... on le sait... Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai une préférence. J'aime bien, en général, les familles multiculturelles qui font des enfants dans un autre pays, par exemple. Tu vois, ça, c'est quand même... C'est un truc que moi, par exemple, ça me passionne. Mais peut-être que pour d'autres, c'est des familles françaises qui vivent un peu leur expatriation dans un nouveau pays. Écoute, moi, je l'ai appris au fur et à mesure, parce que au début, je savais pas très bien, tu vois, et je me suis heurtée à des interviews où, en fait, j'avais trop une idée en tête, je pense, et du coup, je lâchais pas assez prise, et du coup, tu vois, l'interview était pas assez dans l'émotion, justement. Pour moi, ce qui est important, c'est ce côté, on retire le filtre et on se dit un peu la vérité, c'est-à-dire derrière une histoire qui a l'air super, et tu vois, et qui est super parce qu'elles sont souvent super, de venir partager les moments qui ont été plus difficiles pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, la communauté d'expats qu'on est, bah, tu te sentes moins seule quand un jour tu galères avec ton enfant qui est pas content, qui veut pas te suivre, quand en fait tu te reconnais pas dans ton couple parce que ton mari il est hyper heureux dans son expat et toi tu as juste envie de rentrer chez toi, quand tu te rends compte qu'en fait ce choix que tu as voulu, que tu as pris, bah, tu vois, il est plus difficile que prévu. Donc c'était vraiment l'idée c'était d'être. Ce que j'aime, c'est les gens qui sont
Donc, peu importe le profil, en fait, pour répondre à ta question, c'est être prêt à se livrer sans filtre, tout en gardant, tu vois, une note positive et parce qu'à la fin, cette montagne, on la gravit et tu vois, d'en haut, il fait beau, quoi. C'est chouette la vue. Mais voilà, montrer qu'on n'est pas seul, rigoler un peu, parce que ça fait du bien quand même de dire que tout ça n'est pas grave. Ça a été une super expérience. Mais de dire, ouais, par moments ça a été difficile. Aujourd'hui, j'y suis arrivée, mais par moments ça a été difficile. Voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que j'ai mis en place. Voilà ce qui m'a été utile. C'est ça qui me fascine le plus. Et d'ailleurs, par exemple, j'avais fait cet épisode là avec Clara, du compte WhatsApp Clara, qui n'avait pas du tout aimé son expat et qui a eu le courage de dire c'est pas pour moi en fait, on va rentrer. Ouais. On va rentrer, alors que c'était pas le choix de son mari, c'était pas, ses enfants y étaient bien, mais elle a vu que elle y arrivait pas, et si elle y arrivait pas, certainement que son couple, sa famille, tu vois, en pâtirait, et donc elle a eu le courage de dire non. Et je trouve que voilà, ça fait du bien d'entendre cette partie-là aussi, parce que et c'est très personnel, hein, certainement comme expérience, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est quand même l'âme quand même d'un podcast, ça reste quand même la personne qui l'anime. Ouais, bien sûr. Et donc nécessairement ses centres d'intérêt et ce qui l'intéresse. Et je pense maintenant qu'on comprend un petit peu plus, parce que en tant que host, en général, t'es la personne qui parle le moins ou qui se dégage le moins, en tout cas pendant les entretiens. Et c'est vrai que dans ton cas, voyant maintenant un peu d'où tu viens et pourquoi l'expatriation, on comprend que tu as envie que la personne creuse deep down dans ses émotions pour en ressortir en fait les racines même de pourquoi tu as voulu t'expatrier, pourquoi tu as fait ce choix et pourquoi tu as entre guillemets infligé ton choix à ta famille et maintenant comment tu te débrouilles avec tout ça. Absolument, mais c'est absolument vrai, et c'est vraiment mon expérience et mon ressenti personnel qui tu vois, qui transparaît dans tout le cheminement et dans tout ce que je recherche. C'est parce que pour moi, ça a été une expérience magnifique sur le papier, mais finalement assez difficile à traverser, et pourtant qui aujourd'hui que je trouve géniale, à laquelle je ne veux pas renoncer, que j'ai envie de poursuivre, et je vais même plus loin, c'est-à-dire je serais ravie de m'expatrier ailleurs, c'est-à-dire recommencer le même bazar. Tu vois, pourtant je le sais, mais parce que en fait, voilà, je vois tout ce que ça m'a apporté, tout en reconnaissant que oui, ça peut être difficile, et voilà, et gratter un peu derrière, parce que tu vois, quand moi, l'impression que j'avais, c'était quand tu t'expatriais, et notamment au début, tu partageais que tes super belles photos, tes voyages géniaux, tes découvertes, mon enfant devient bilingue, je goûte à plein de choses différentes. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Parfois, ça va pas, et c'est OK de le dire. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'avais envie mais parce que moi, j'allais pas hyper bien tout le temps. Et j'avais envie de dire, c'est OK de dire que ça va pas. Et en fait, on s'en sort, et on s'en sort plutôt même bien, et plus fort, et en fait même on peut en rire, quoi. Et en fait je crois que c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Donc voilà, c'est ça un peu l'âme du podcast. Moi, ce que j'admire quand même, c'est que tu pourrais penser oh purée, encore de la concurrence ou quoi que ce soit, alors que moi je trouve que mine de rien, d'ajouter quelqu'un avec un autre point de vue qui a envie de développer d'autres choses mais sur des thèmes très similaires, mine de rien, va rajouter son propre écosystème, va ramener des gens. Du coup, ces gens vont vouloir s'intéresser à ce sujet. Donc, ça veut dire que ce sujet est intéressant. Absolument. Et donc, moi, je vois vraiment ça plus comme une belle addition, une belle complémentarité dans des choses. On est quand même sur on a deux profils différents. Tes enfants sont plus âgés que les miens. Moi, je traite plus de sujets que je connais, donc pour le moment, qui sont à moins de 2 ans de vie. Ouais, donc, tout à fait. Tu vois, je trouve qu'on a une belle complémentarité, en tout cas, des sujets qu'on traite. Ouais, absolument. Et chouette, en fait. Ouais, c'est très chouette. Et effectivement, et comme tu disais tout à l'heure, ta personnalité et ma personnalité se reflètent dans le sujet. Et tu pourrais presque te dire, c'est comme des auteurs, tu vois, qui traitent d'un même sujet, mais qui écrivent des livres différents. Exactement. Et en fait, ça t'empêche. Ouais, mais ça t'empêche pas. Alors, je sais pas si on a les talents des auteurs, je n'en suis pas là. Mais ça permet de donner différents angles à un même sujet. Et qui sont traités. Effectivement, j'ai quelques années de plus que toi, une histoire différente, et je pense que ça, et j'espère que c'est ce que les auditeurs ressentent aussi, ça enrichit le sujet du fait d'avoir différentes perspectives et voilà, d'être traité de
différentes manières. Ouais. Et voilà, ouais, c'est vrai que... Non, je suis d'accord. Et puis, si quelqu'un n'aime pas le style de l'un, il peut aller voir le style de l'autre. Enfin, absolument, absolument. Aucun souci. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des familles en tant que toi, expatriée, ou même en tant que hôte ayant du coup enregistré plusieurs conversations avec d'autres familles? Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles expatriées? Ouais, je crois que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment prendre le temps de parler et d'écouter. Moi, je crois que c'est vraiment ce que j'ai appris en tant que expatriée et hôte du podcast, c'est que l'écoute active, c'est-à-dire vraiment écouter ce que la personne est en train de te dire avec bon, là, on se voit pas, mais avec le body language ou l'intonation de la voix. Non, mais il y a beaucoup. C'est pas parce qu'on se voit pas, tu vois, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à percevoir l'émotion, mais vraiment prendre le temps de rentrer complètement dans l'écoute de l'autre. Souvent, je pense que j'étais dans une écoute pour réagir ou pour répondre ou pour Oui. gather information, mais pas pour vraiment écouter. Et la vie est trop courte, et tu vois, moi je l'ai appris malheureusement, la vie elle est fragile, donc il faut vraiment laisser venir, sans en faire non plus. On n'est pas en thérapie, hein, je te rassure. J'allonge pas mes enfants sur le canapé quand ils rentrent de l'école pour leur demander ce qui s'est passé, mais faire attention et voilà, et accepter que voilà, parfois ça va pas, et quand ça va pas, on n'a pas forcément la solution, mais ne serait-ce que de laisser écouter. Et en tant que hôte, je pense pareil, ce que je te disais, j'ai appris à écouter vraiment et à laisser venir la conversation de façon très spontanée, je ne sais pas, mais complètement naturelle. Au début du podcast, je savais pas très bien. Parfois, je me disais, est-ce que, tu vois, je voulais absolument obtenir quelque chose, je crois, ou aller dans un sens, tu vois. J'avais presque déjà la conclusion de mon épisode, et en fait, j'étais trop biaisée dans mon écoute, et je me suis rendu compte que parce que je vais chercher de l'émotion, encore une fois, je laissais pas la place, et du coup, ça marchait pas, on se rencontrait pas. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le conseil que j'ai en tant que expatrié, parent d'expatriés, conjoint d'expatriés et hôte. C'est normal d'avoir des émotions, et c'est bien de les laisser sortir et de prendre le temps de les regarder, sans non plus en faire un truc contemplatif. Hein, je suis pas du tout. Non, c'est un très très beau. Je pense que c'est un excellent conseil, et d'autant plus quand tu es isolé. Mais non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même bien de vouloir faire entre guillemets la différence, et de vouloir offrir en tout cas un micro ou un moyen de communication à quelqu'un qui qui se sent vulnérable et qui a envie de partager son expérience aux autres, pour leur dire bon bah j'en ai sué, mais j'y suis arrivée, tu vois. Ouais, absolument. Et alors toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, là on est en décembre, mais donc j'imagine que moi je te souhaite en tout cas un festin pour de fin d'année. Pète-toi le bide. Et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite alors du coup pour à court, alors, moyen terme? Eh bien, écoute, de continuer dans cette voie de l'expatriation que tu vois que j'ai pas du tout terminé d'explorer. Donc, j'espère que ici en Asie du Sud-Est, les frontières vont doucement réouvrir pour qu'on puisse enfin découvrir un petit peu la région, et puis réaliser un des souhaits de cet expat en famille, tu vois, qui était aussi de pouvoir voyager en famille, découvrir des choses en famille. On a découvert la ville, mais bon, pas tellement plus. Découvrir ton building. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et encore, quand il n'était pas fermé, voilà. Mais, et ensuite, continuer. Moi, j'aimerais vraiment continuer l'expatriation. On verra où la vie nous mènera, tu vois. Mais j'espère qu'on pourra avoir une autre destination avant de rentrer en France. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'espère que, pour le podcast, continuer à, tu vois, à trouver, pas l'énergie, parce que elle vient, je trouve que t'es nourrie, en fait, par tes invités, mais voilà, j'espère que ça va continuer à intéresser, et que les gens auront envie de venir se confier au micro, et de venir, tu vois, partager un peu leurs émotions, et déposer un peu leur bagage du chaos qu'il peut y avoir de temps en temps derrière les photos, les belles photos, quoi. C'est clair. Non, en tout cas, moi, Natalia, je te remercie énormément
de m'avoir dégagé un peu de temps pour venir discuter avec moi. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup de ta bienveillance et de ton écoute. C'était un moment très agréable. Merci beaucoup Natalia. Merci à toi Cindy. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!